Si pour vous aussi, les détails déco sont importants, alors tendez l'oreille car avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Meljac qui soutient Décodeur en septembre. Vous voyez cet interrupteur en laiton avec un petit levier en forme de goutte d'eau? C'est une création iconique signée Meljac qui fête ses 30 ans cette année. D'autres modèles sont venus compléter la gamme bien sûr, ainsi que des prises de courant, des prises de sol, des liseuses, et tout ça se décline dans un large choix de formats et de finitions dans des matériaux nobles comme le laiton massif, le verre trempé ou la porcelaine de Limoges. Chez Meljac, on marie qualité irréprochable made in France et design raffiné, ce qui n'est pas sans déplaire aux architectes, décorateurs, électriciens, mais aussi aux particuliers. En plus du savoir-faire traditionnel, Meljac continue bien sûr d'innover, de développer des gammes, des exclus, des collabs et beaucoup de réalisations sur mesure en France ou à l'international, ce qui fait la grande force de l'entreprise. Une manière d'offrir un vrai service aux clients et de les laisser exprimer leur créativité. Meljac, c'est une petite entreprise devenue une référence qui permet de transformer des appareils fonctionnels en objets de toute beauté et ça, c'est tout ce qu'on aime. Allez, maintenant place à l'épisode. Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, stylé, archi cool, le club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend, il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de recevoir Caroline Petit-Maison. Après plusieurs vies créatives et une première marque de céramique avec 37 Paris, il y a quelques mois, elle a choisi de repartir de zéro pour créer Saint-Père, une marque artisanale de vaisselle et objets en porcelaine à son image, exigeante, innovante et sensible. Ensemble, on va parler création, travail de la main, mais aussi d'intuition, de courage et de la manière dont on trouve sa place entre artisanat et entrepreneuriat. Bonjour Caroline. Quelle intro. Salut Hortense. On va largement parler de ton parcours, de ton métier, de ton travail. Mais avant tout, c'est un peu cliché, mais moi j'adore savoir quelle petite fille tu étais. C'est-à-dire que, est-ce que déjà tu étais créative et indépendante ? Alors, je ne sais pas si j'étais... Alors, j'étais clairement indépendante. Je suis née dans une famille, je suis presque née à 3 parce que j'ai donc une sœur jumelle. Et j'ai un grand frère qui a 18 mois de plus que nous, avec qui on a grandi très proche. Donc, on a grandi en petite tribu. Donc, je pense que ça change déjà beaucoup la donne sur la manière dont on approche le monde quand on est à deux. Et donc, je pense que j'étais une petite fille qui était j'étais pas du tout timide quand j'étais petite, alors que je suis devenue beaucoup plus timide et réservée en grandissant. Et j'étais un petit peu la chef de la tribu. Donc je me sentais assez responsable, je me sentais assez mature. Je me souviens que j'adorais être avec des adultes et entourée du monde des adultes. J'adorais écouter les conversations de mes parents. J'étais très inspirée par tout ça et très à l'aise avec tout ça. Et en fait, j'ai fait des études qui ne sont pas du tout créatives parce que j'ai fait une maîtrise de sociologie à Paris. J'ai ensuite travaillé au planning stratégique à Paris pendant 1 an et je suis partie vivre aux États-Unis au début. Je suis arrivée chez TBWA, c'est une grosse boîte de communication. J'étais donc au planning. Et je me suis dévoilée plus créative en grandissant. J'avais un petit peu laissé cette partie-là à ma sœur qui est clairement, elle, née avec des pinceaux dans la main et des crayons dans tous les sens. Elle dessine hyper bien. Moi, je pense que je me suis cherchée autrement. Et je me suis révélée plutôt plus tardivement. Par contre, j'ai toujours été très manuelle, j'ai toujours tricoté depuis toujours. J'ai toujours fabriqué des trucs avec mes mains. J'ai toujours peint des carnets, plein de choses comme ça. Donc j'étais créative, mais sans savoir que potentiellement ça allait devenir ma vie plus tard.
J'avais plus le profil d'être dans une boîte de com. Ouais, mais la com, c'est créatif quand même. Très créatif, surtout le planning stratégique. On connaît mal, mais il y a un côté très créatif et en même temps très stratégique. Et je pense que j'étais très bien dans tout ça. Ouais. Alors, on va parler de ton histoire professionnelle. Je vais dire, j'ai l'impression qu'on peut la découper en 4 grandes parties. On va faire peut-être le post-études, après plutôt ton expérience aux États-Unis. Enfin bref, tu vas nous raconter comment ça a commencé. Donc tes études, tu viens de nous dire, et après comment tu es entrée dans la vie active. Alors, en faisant une maîtrise de sociologie, il n'y a pas 1000 débouchés non plus. Et mon père, qui a été qui a créé une grosse agence de pub quand il était jeune, m'a toujours dit il faut absolument que tu comprennes ce qu'est le planning stratégique parce que tu es vraiment le profil pour ça. J'ai toujours une sensibilité de comprendre un peu l'environnement dans lequel je vivais. J'adore les gens, je suis assez intuitive avec les gens. J'aime bien comprendre en fait ce qui se passe autour de nous. Donc, je suis toujours très attachée à... J'écoute beaucoup de podcasts aujourd'hui et quand c'était pas des podcasts, j'aimais bien m'informer sur plein de choses pour comprendre un peu ce monde. Et j'ai perdu le fil de ta question. Rien, que tu nous racontes ton parcours après la socio, qu'est-ce que tu as fait? Et mon père, pardon, ça commence bien. Mon père me disait, il faut absolument que tu comprennes ce qu'est le planning stratégique parce que tu as clairement le profil. Et en fait, j'ai fait un premier stage chez TBWA à Paris. Je devais avoir, juste après mon bac, je devais avoir 19 ans, 20 ans, que j'ai adoré. J'ai eu une maître de stage qui était redoutable, mais du coup, qui m'a incroyablement formée parce qu'elle ne m'a rien laissé passer. Et ça, j'aimais bien déjà être challengée. Et ensuite, j'ai repris une partie de mes études et en fait, il y a eu un poste. J'avais toujours voulu partir vivre aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas une fascination pour les États-Unis, mais j'ai toujours adoré le côté, cette espèce de liberté que je ressentais dans ce pays, beaucoup plus qu'en France à l'époque. Et encore aujourd'hui, je parle des États-Unis d'il y a 20 ans ou 22 ans, plus de ceux d'aujourd'hui malheureusement. Et il y a un poste qui s'était libéré au planning stratégique. Et donc je suis partie à New York en 2006. J'avais fait 1 an à UCLA avant pour me remettre un peu au niveau d'anglais, etc. Et je suis partie pendant 3 ans là-bas. Et j'ai écourté volontairement au bout de 3 ans et demi, mais c'était une des périodes les plus nourrissantes que j'ai vécues de ma vie. C'est-à-dire que j'étais en plein Manhattan, j'avais 22 ans. C'était la première fois que je me séparais de ma sœur. Ça paraît très puéril, mais encore une fois, quand on a passé une vie à 2, c'était un vrai challenge pour nous. Et je me suis retrouvée face à une boîte avec une créativité folle. Ils étaient tous très jeunes. J'aurais envie de te dire que la moyenne d'âge, c'était 22, 25 ans. Mais que des têtes. Ils étaient tellement smart, tellement avancés. Et tout d'un coup, je me dis, mais ils ont 10 ans d'avance sur tout ce qui se passe en France, quoi. Puis il y avait tellement de marques, tellement de stratégies derrière les marques. Moi, j'avais trouvé ça dingue. Le fait aussi que tout était évidemment en anglais. Je trouvais que c'était... je sais pas, tout d'un coup, je vivais comme dans un film, quoi. Je vivais en plein Manhattan, le métro. C'était vraiment incroyable. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi qui ont été hyper formateurs. Et j'avais quand même toujours quelque chose en fond de moi qui me disait que j'étais faite pour quelque chose d'autre. Et donc j'ai pris tout ce que j'ai pu là-bas en termes d'enrichissement et de culture et de ce que j'ai appris. Et j'avais rencontré mon mari, qui est devenu mon mari ensuite, le premier jour quand j'ai atterri aux États-Unis, qui est assez incroyable comme alignement des planètes, on va dire. Et lui, pareil, avait une vie beaucoup plus libre, tellement différente. En fait, je comprenais en partant dans un autre pays qu'on pouvait vivre différemment et travailler différemment. Pas que j'ai eu des parents qui m'ont expliqué qu'il fallait que je sois toute ma vie derrière un bureau de 9h à 17h, mais tout d'un coup, j'avais un petit copain qui faisait de la photo, qui voyageait, qui était mannequin, qui avait traversé le monde, qui était hyper ouvert, très à l'aise, qui gagnait hyper bien sa vie. Je me disais, mais c'est quoi je ne savais même pas que ça existait, en fait. Je pense que j'étais très inspirée de ça. J'ai ma sœur jumelle qui était au commencement de Hempstone, qui voyageait aussi beaucoup parce qu'elle avait des agents. Donc pareil, une espèce de liberté absolument folle. Liberté, je tiens à préciser que c'est pas liberté de pouvoir voyager quand on veut, c'est la liberté de travailler comme on a envie de créer sa vie et de travailler. Parce qu'elle travaillait quand même 12 heures par jour dans cette liberté folle. Et en fait, on a commencé à parler avec mon mari d'un projet où j'ai toujours aimé, moi, tout ce qui était déco, tout ce qui tournait autour de... J'ai ma mère qui est décoratrice architecte, donc on a clairement baigné là-dedans depuis qu'on est petit. Et on a commencé à se dire qu'on devrait traverser les États-Unis et ramasser des meubles. Et on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Et puis on a commencé à réfléchir et je disais, non, mais de vendre ça en France, en fait, ça n'existe pas. Tous ces meubles, les vieilles chaises à bascule américaines,
le côté hyper Ralph Lauren, etc. Et en fait, petit à petit, on a construit le projet et on s'est dit, c'est parti, on se lance là-dedans. J'ai quitté TBWA, j'ai perdu mon visa de travail, donc c'était quand même un gros stress. Et en fait, on est parti, on a loué notre appartement à New York et on est parti, on a sillonné toutes les routes des États-Unis pendant 6 ans et on ramassait tout ce qu'on aimait. Donc on a ensuite ouvert un atelier parce qu'évidemment, on réparait les meubles qu'on récupérait. Donc je suis devenue menuisière parce qu'on s'est mis ensuite à fabriquer les meubles. C'était vraiment la période la plus... Et vous les vendiez en parallèle? Alors, on les vendait. Comment tu gagnais ta vie pendant ces 6 années-là? Alors en fait, une fois qu'on estimait avoir suffisamment de meubles ou suffisamment de choses qu'on récupérait, des vieilles caméras Super 8, des vieux Polaroid, c'était vraiment tout ce qu'on aimait, on récupérait. On envoyait un ou des conteneurs de 40 pieds à Paris et on ouvrait des boutiques éphémères. Donc on louait un lieu absolument incroyable pendant, 6 semaines par exemple. Et on avait vraiment l'impression de vendre notre carnet de voyage vivant, quoi, en fait. Et donc, une fois qu'on avait tout vendu, on repartait aux États-Unis. Et puis, ça pouvait prendre de temps en temps. On pouvait se balader, dans le Midwest et on trouvait des trucs absolument incroyables. On remplissait un container en 3 mois et de temps en temps, ça prenait pratiquement 1 an. Mais comme j'avais beaucoup travaillé quand j'étais chez TBWA, je me souviens quand j'ai commencé le projet, je m'étais dit... Je veux plus avoir la pression du temps. C'est marrant, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup travaillé, ça. La pression du temps que je considère comme étant un temps presque malade. C'est ces espèces de deadlines qu'on se met en permanence et qui sont complètement contraires, en fait, à la... C'est même pas la création en tant qu'artiste, c'est juste l'humain n'est pas fait pour créer des choses aussi rapidement. Il faut le temps de la réflexion, de la digestion, etc. Et c'est marrant parce que ça m'a toujours beaucoup travaillé, ce rapport au temps. Et dans ce projet-là, j'avais dit à Jonas, j'ai une règle, je veux plus jamais être stressée par le temps. C'est-à-dire que je sais que je travaille beaucoup. Et si jamais on décide d'ouvrir le pop-up à Paris au mois de février ou au mois de mars, en fait, on ne va pas se mettre un stress... on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait, en fait. Et donc ça, c'était un des vrais sujets du projet. Et c'est vrai que tous les projets que j'ai développés ensuite étaient vraiment inconsciemment sur une histoire de temps long, quand même. Les projets qu'on faisait avec les meubles, les temps de fabrication, parce que du coup, moi, j'étais vraiment devenue menuisière, donc je fabriquais toute la partie bois. Et Jonas s'occupait du métal. Et ça prend du temps, en fait. Moi, personne m'avait appris à fabriquer un meuble, donc j'ai dû prendre le temps, en fait, d'accepter que j'allais couper 200 planches de bois qui n'allaient pas être parfaites, de comment est-ce qu'on assemble, comment est-ce qu'on crée tout ça. Et voilà, donc ça, c'était des années absolument incroyables. Ça a duré 6 ou 7 ans. Liberté absolue, parce que c'était les États-Unis d'avant. On était quand même basé à New York. C'est quoi les États-Unis d'avant par rapport à les États-Unis actuels? C'est déjà pour moi alors une époque, mais qui n'est pas forcément sur les problèmes politiques du monde actuel, mais c'était aussi peut-être l'époque qui était avant les téléphones portables, en tout cas en mode obsessionnel comme on a aujourd'hui, où il n'y avait quasiment pas de réseaux sociaux, ou très peu, ça commençait. Et il y avait cette espèce de liberté totale et d'insouciance où on avait, 23, 25 ans. On conduisait, je faisais un road trip géant avec l'homme de ma vie. On était fous amoureux, on s'arrête. Enfin, c'était un espèce de... comme dans un film, mais que je vivais. Et il n'y avait pas vraiment de... Rien n'était grave, en fait. Si ça ne marchait pas, on avait toute la jeunesse pour se dire on se réinvente, on refait autre chose. Rien n'était grave. Il n'y avait pas le poids écologique qu'on paye aujourd'hui, qu'on porte sur nos épaules aujourd'hui. Moi, je me souviens, on sortait, on se disait, on a éteint la lumière, on est cool, quoi. Ouais, et tu n'avais pas de pression financière ? On avait Jonas qui est mannequin et qui a toujours beaucoup travaillé, a toujours très bien gagné sa vie. Donc, c'est vrai qu'il y avait ça qui aidait. Et après, il continuait en parallèle. Ouais. Il continuait quand il avait des gros jobs, il y allait. Et surtout, en fait, on marchait très bien. C'est-à-dire qu'on achetait des meubles où on traversait, par exemple dans le Midwest, on s'arrêtait sur des fermes abandonnées. Il y avait un mec de 80 ans qui venait nous voir, qui nous expliquait qu'il avait grandi sur cette ferme et qu'en fait, et on lui expliquait qu'on cherchait des meubles, etc. Donc il nous disait, regardez, il y a un petit cabanon là-bas qui est rempli à ras-bord de plein de vieux trucs, etc. Et donc, il nous laissait les portes ouvertes, on allait fouiller ça, mais le mec nous vendait des chaises, que nous, on trouvait incroyables à l'époque, avec des patines complètement folles, mais qu'on payait 1 ou 2 $. Et quand on arrivait à Paris, c'était des chaises qu'on vendait, ça dépendait des chaises, mais entre 50 et 150 € sur celles qui étaient les plus spectaculaires, etc. Donc, on marchait très bien. Et puis...
En fait, on était un peu comme les puces, mais version US, et on arrivait en France. Donc, c'était... j'ai pas le souvenir qu'on était stressés. Je me souviens qu'on était très indépendants financièrement. Et puis, j'ai pas le souvenir qu'on était stressés. Déjà, on vivait très, très facilement. Puis, on n'avait pas encore d'enfants. On n'avait pas ce... Donc non, écoute, le financièrement, on était plutôt détente. Ouais. Et alors, comment t'es arrivée à la céramique ? Alors, je suis arrivée à la céramique quand on a fait, avec les meubles, on avait réservé un salon sur le stand de Maisons et Objets. Donc, c'est marrant parce que je dois vraiment une partie de ce que je suis aujourd'hui au salon de Maisons et Objets. Comme on avait commencé à produire nos propres meubles, on faisait des prototypes. Et en fait, j'avais dit à Jonas, il faut absolument qu'on soit sur le salon de Maisons et Objets. Donc, on avait pris un petit stand. On avait fait un premier salon et le deuxième salon, j'ai eu ma fille entre-temps. Donc, autant te dire que la liberté de pouvoir aller vagabonder dans tous les États des États-Unis quand tu as un nouveau-né, etc., devient un petit peu plus complexe. Et du coup, Jonas en avait marre, il voulait qu'on arrête. Moi, j'ai continué encore un petit peu. Et on avait en tout cas un stand sur le salon de Maisons et Objets. Et on s'était... sauf qu'on avait entre-temps arrêté la société. Et Jonas m'avait dit, mais tu devrais faire tes assiettes que tu fais de temps en temps. Donc, c'était vraiment les 2-3 assiettes que j'avais fait au rouleau à pâtisserie. Je faisais à l'époque, je reprenais des dessins de Egon Schiele au trait noir. Et c'était des assiettes qui étaient en terre mêlée, parce que c'était des terres que je récupérais dans les ateliers, qui étaient tous les petits bouts de terre non utilisés. Et en fait, ça faisait des terres mêlées absolument incroyables. Donc, tu avais des teintes de rose, de beige, etc. Donc, ça marchait très bien avec ces petits dessins d'Egon Schiele. Et j'en avais vendu quelques-unes, et j'avais eu 2-3 demandes, mais encore une fois, c'est les 4 copines et les 3 copains de tes parents. Mais en tout cas, Jonas me dit, tu devrais présenter tes assiettes pour en fait ne pas perdre le stand de Maisons et Objets, parce que clairement, j'allais pas me faire rembourser. Et du coup, j'ai passé l'été à faire des protos. Et en fait, j'ai présenté en septembre 2016 ces premiers protos, qui sont d'ailleurs les dessins qu'on a toujours aujourd'hui. Après, qui ont évolué, mais c'est quand même la base, elles sont les mêmes dessins, au trait noir, toujours. Et en fait, on devait vendre, je sais plus, genre 300 assiettes pour rembourser le stand. Et on a eu un truc incroyable, on a vendu 3000 assiettes. On a eu le Bon Marché qui nous a acheté en ferme, qui nous a demandé de faire une boutique éphémère au-dessus de la grande épicerie quelques mois après, parce que c'était Noël, on était en septembre. On avait eu Len Crawford à Hong Kong. Moi, je me rendais pas compte, mais c'est ma sœur qui est dans la mode et qui connaissait beaucoup de ces boutiques, qui me disait, non mais Caro, tu te rends pas compte, c'est incroyable. Donc ça, c'est le côté très valorisant, mais en vrai, ça a été une source de stress atroce, parce que du coup, moi, ça faisait 15 ans que je vivais pas en France. On s'est posé la question, mais vraiment du jour au lendemain avec Jonas, est-ce que je garde les commandes ? Si je garde les commandes, il faut qu'on se réinstalle en France. Et du coup, on n'a jamais repris notre vol pour New York. Et on s'est installé, donc ça a été sport. Moi, j'avais ma fille, j'avais un chien de 60 kilos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu en France. Je ne savais même pas par où prendre le sujet. Et surtout, je n'avais aucune technique en vaisselle, en porcelaine. C'était de la faïence à l'époque. En céramique, moi, je savais faire mes 3 petites merdouilles au rouleau à pâtisserie. Je les emmenais dans un atelier qui cuisait, qui émaillait. J'avais aucune connaissance technique de la matière. Et tout d'un coup, je me retrouve avec 3000 assiettes à produire toute seule. Donc, j'ai trouvé un atelier en l'espace de 3 jours à Villejuif, dans lequel je suis restée 4 ans, que j'ai adoré, qui m'a vraiment permis de faire mes armes. Mais là, je suis passée en mode vraiment psychopathe. C'est-à-dire que il fallait que je comprenne toute la production, en fait. Comment tu as appris le métier ? Grâce à cet atelier, il y a quelqu'un qui t'a appris par la main dans cet atelier, ou toi, tu t'es formée Non, alors moi, c'est marrant parce que ça n'a jamais été un frein de ne pas savoir faire pour commencer quelque chose. Je crois que c'est très français, en fait, de dire qu'il faut un diplôme ou quelque chose qui valide que tu sais faire. Alors que moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit, en fait, t'apprends en faisant. Donc, ça n'a pas du tout été ça. Je savais que j'allais apprendre, il n'y avait pas de problème, mais... Alors, je ne serais peut-être pas médecin demain, tu vois, mais en tout cas, tout ce qui est menuiserie, céramique. Et surtout que j'avais une identité déjà que j'avais vraiment qui était la mienne. Donc, je savais directement que je n'allais pas faire produire à l'extérieur. Ah, ça a été l'enfer. J'ai compris aussi qu'il fallait que je m'entoure parce que je ne pouvais pas, moi, produire. Du coup, je me suis entourée par je ne savais même pas où aller chercher des gens. Puis, à l'époque, la céramique avait moins le vent en poupe que ce que ça a aujourd'hui. Et du coup, j'avais trouvé des filles sur un site Facebook pour trouver des petites babysitters, des étudiantes. Et donc, je recrutais des petites étudiantes qui savaient dessiner. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, c'est impossible. J'avais 8 personnes à l'atelier et tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des temps morts, beaucoup de temps morts en production de céramique.
Et surtout que l'assiette, quand c'est moi qui l'a fait et quand elle est passée entre 8 mains, c'est plus du tout la même assiette. Et donc j'ai compris très rapidement qu'il fallait que je structure cette production et ça a été tout mon travail pendant 4 ans, où je suis allée de manière obsessionnelle. J'ai lu je ne sais pas combien de choses sur la céramique, j'ai regardé je ne sais pas combien de milliers d'heures de trucs sur YouTube, etc. Et j'ai testé jusqu'à ce que on réduise la perte en production. Je pense que j'ai dû commencer avec un taux de perte de 98% en production. On ouvrait des fours entiers avec les assiettes qui ont brûlé, le motif qui a éclaté, enfin bon, l'enfer. Et petit à petit, j'ai épluché tous les problèmes et on a tout testé. Donc c'était vraiment devenu un laboratoire. Donc on a fait ça, j'ai fait ça pendant 4 ans et ça a été incroyable parce que du coup, aujourd'hui, je pense que j'ai une connaissance en technique de céramique qui est assez unique parce que je suis passée par tous les problèmes. Donc on a surtout, je n'ai pas fini ma phrase, mais on a surtout, on est passé de 98% de pertes au jour où quand on est arrivé ici rue des Saints-Pères, on était passé à moins de 10% de pertes sur toute la chaîne de production. Mais ça, j'étais obsessionnelle avec ça. J'avais conscience que je ne pouvais pas avancer mon business et le développer avec un tel boulet au pied. Il fallait que ma prod sorte. Et, donc c'est au bout de 4 ans que tu t'es dit c'est ok, ça va marcher, je me lance officiellement et que ça roulait? Non, j'étais officiellement déjà lancée, mais en tout cas, j'avais un autre truc en tête, c'est que j'avais conscience que j'étais la seule marque à faire du 100% fait main. C'est-à-dire qu'on a beaucoup un vrai travail de motif sur nos créations. Il faut savoir que jusqu'à pas si longtemps, tous les dessins étaient vraiment faits une ligne après l'autre. Et j'étais consciente j'avais la frustration d'être planquée à Villejuif alors que tout était fait à la main. J'avais conscience qu'il fallait, le jour où on était prêt, que cette production devienne presque la valeur du produit, en fait. Je voulais que les gens achètent les produits parce qu'il y avait la production qui était faite sous leurs yeux et qu'on était les seuls à le faire. Donc, pendant les 4 ans, je sais que j'avais ça en tête, qu'il fallait rendre ça visible. Et au bout de 4 ans, je savais que j'étais prête. Qu'en tout cas, on était financièrement arrivé à un stade où on pouvait déjà financer une grosse partie de ça. Et surtout qu'en termes de production, on était d'équerre pour pouvoir avoir une production parisienne. Parce qu'il s'était quand même... Alors aujourd'hui, ça paraît plus rien parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis là. Mais c'était quand même assez vertigineux de se dire on va ouvrir une manufacture en plein Paris, en plein 6e arrondissement. Alors qu'on était déjà à une époque où il y a de moins en moins d'artisans et de fabricants dans les villes et même en France. Et donc c'était un peu aussi de se dire on part dans l'autre sens, mais je sais que c'est le bon. Donc tu as quitté Villejuif et tu es venue là, donc on est rue des Saints-Pères et donc l'atelier dans lequel on est ici, mais on va revenir dessus parce que ça a changé d'identité, mais c'est ici que tu, comme on dit, que tu façonnais, que tu faisais... 100% de la production était faite ici. 100% de la production. Ouais. Donc voilà, et je passe rapidement du coup à la prochaine étape qui est quel a été donc on a fait pendant 4 ans, on a développé 37 et je suis assez perfectionniste et un petit peu obsessionnelle sur 2-3 T'as vu, détails. J'ai dit exigeante dans ton intro. Oui, mais c'est vrai, tu vois, je cherchais le mot. Non mais c'est vrai, et je pense que c'est le lot de tout artisan, c'est que je pense qu'on a c'est le travail de la main, c'est un outil qui est tellement perfectible. Et je pense que plus on avance, plus on a envie que les produits, enfin en tout cas pour ma part, évoluent. Et j'ai envie de proposer à nos clients et aux gens des produits d'exception. Et en fait, dans le mot artisanat, il y a beaucoup de gens qui vont dire, tu vois, artisanat, c'est un peu de traviole, c'est parce que c'est artisanal. Moi, dans le mot artisanat, je vois la rigueur d'un sac Hermès, en fait. Je vois le mot art dedans et je veux que mon artisanat soit au niveau d'un sac Hermès. Et dans le cheminement de tout ça, je savais que la faïence ne me permettrait jamais d'atteindre ce niveau-là parce que la faïence, c'est une matière qui, par nature, est fragile et poreuse. Donc, en fait, c'est l'enfer en vaisselle. Ça n'empêche pas il y a beaucoup d'artisans qui travaillent avec de la faïence, mais c'est juste que moi, je me disais, c'est pas possible qu'en faisant... Enfin, je connais le temps de création de nos produits, puisque je suis au centre de la manufacture. Et je me disais, il faut qu'on fasse évoluer ça. Il faut qu'on arrive sur quelque chose. On ne peut pas dessiner à la main sur des produits qui ont une date de péremption malgré nous, en fait. C'est vraiment la faïence. Tu vois, au bout de quelques années, il y a un truc qui, moi, me rend dingue. C'est du tressaillage. Tu regarderas quand on te sert un café, peut-être plus quand tu es en dehors de Paris, dans une tasse où tu sens que c'est très artisanal, entre guillemets, donc très
Sur le fond de la tasse, il y a comme un petit craquelage. C'est du tressaillage et ça, c'est la signature de la faïence. C'est qu'avec le temps, ça tressaille. Et ce petit tressaillage veut dire que ça va créer des petites infiltrations, etc. Donc moi, ça me rendait malade, en fait. Et donc et je savais qu'il y aurait un passage en porcelaine qui était obligatoire. Et comme la vie est bien faite, mais qu'il faut prendre le temps aussi de voir les opportunités et parfois que les relations se construisent, j'ai rencontré, qui est mon associé aujourd'hui, un historien qui vit à Limoges, qui est spécialisé en porcelaine, qui a une connaissance complètement délirante en porcelaine et sur beaucoup d'autres sujets, mais vraiment branché porcelaine. Et on s'est rencontrés il y a année de Covid, 2021. On s'est parlé pour des problèmes que j'avais en production. Et puis 1 ou 2 ans après, il m'a dit « il faut que tu viennes à Limoges et il faut que je te mette une pièce en porcelaine dans les mains ». Et il a fait ça, c'était il y a 2 ans et demi. Et ça a vraiment changé ma vie et ma perception sur la vaisselle. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait qu'on enclenche cette transition en porcelaine. La porcelaine, c'est vraiment la Rolls de la céramique. C'est-à-dire que... C'est ça qu'on rappelle juste pour les auditeurs, tu as la grande famille des céramiques. Exactement. Et alors, je me souviens jamais dedans, tu as la porcelaine, Alors, la céramique, en fait, c'est une appellation qui est toute argile qui est cuite. Ouais. Et dans cette grande famille, il y a plein de différentes argiles qui ont toutes des différentes spécificités. Et donc, dans les 3 grandes les plus connues, tu as la faïence. La faïence, c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelait tout ce qui est autour de la terre cuite. C'est une terre qui est cuite à basse température. Alors, basse température, c'est quand même 980 degrés, donc ça reste... Mais c'est une terre qui, tu vois beaucoup dans toutes les régions méditerranéennes. Tu en as beaucoup en Espagne, au Portugal, dans le sud de la France, qui a beaucoup de qualité parce que c'est une terre qui est très facile à travailler, qui a une vraie brillance en cuisson, très facile avec la couleur parce que c'est cuit à basse température, mais qui a un énorme défaut, 2 défauts. C'est une terre qui est fragile parce que basse température et infiltration, c'est-à-dire qu'elle est très poreuse. Si jamais tu as une petite ébréchure et que tu te sers un café dedans, potentiellement, tu as le café qui va s'infiltrer dans la pièce. Ensuite, tu as le grès. Le grès, c'est ce que tu vois beaucoup sur Instagram depuis le Covid. C'est cette terre qui est très organique, qui est assez rustique. C'est toujours travaillé de manière assez épais. C'est toujours les formes un petit peu... des formes très organiques, on va dire. Donc la régularité... et qui peut être très jolie. C'est très joli sur plein de choses, etc. C'est pas ma cam, mais très, très beau. Et ensuite, tu as la porcelaine. Donc la porcelaine qui est un peu la Rolls de la céramique. C'est une terre qui est cuite à 1400 degrés et qui est très exigeante, qui nécessite un vrai savoir-faire. C'est une terre qu'on dit qui a une mémoire. Ça veut dire que tous les faux pas au long de la chaîne de production, si c'est pas fait correctement par un expert, c'est-à-dire que tu as une tasse qui ressemble à rien en cuisson parce qu'elle va se souvenir de tous les petits pincements, etc. Donc c'est assez incroyable. Et c'est une terre qui est donc cuite à 1400 degrés, ce qui fait qu'elle est très résistante, elle est très dense en fait. C'est comme l'émail d'un pull que malencontreusement tu laves à 30 degrés en machine. L'émail de ton... Tu vois, le pull va rétrécir un petit peu, se rétracter et les mailles vont devenir beaucoup plus rigides. C'est ce qu'on fait concrètement avec la porcelaine, c'est qu'on cuit à très haute température, ce qui fait que la terre se rétracte, les pores se rétractent au maximum et crée une résistance qui est géniale en termes de... C'est solide, c'est adapté à la restauration. Différence de, j'allais dire pas qualité, mais de solidité. Non, mais c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que je vais te mettre après tout à l'heure une pièce en porcelaine dans la main. C'est extraordinaire. La sonorité du claquement de la porcelaine. Il y a une translucidité dans la matière qui... c'est vraiment... Il y a un côté très poétique et très... je sais pas, il y a un côté un peu... Mais tout aussi raffiné que la faïence. Beaucoup plus en fait, tu peux faire du beaucoup plus raffiné. La faïence que nous on l'a traité de manière fine, mais en vrai c'est assez rustique la faïence. Ça se traite, tu vois, c'est souvent assez épais, les rebords assez ronds. La porcelaine, tu peux vraiment faire des choses assez exceptionnelles en termes de fiant. Et c'est une terre qui est très exigeante. Donc, si tu veux le passage en faïence, en porcelaine de la faïence, c'est un peu, vulgairement, c'est comme si tu passais de développer des sweatshirts en coton et que tu passes en cachemire. C'est-à-dire que le seul changement de matière, en fait, tout d'un coup, tire vers quelque chose de beaucoup plus premium, plus exigeant,
c'est pas du tout la même démarche. Ouais. Et pourtant, tu as gardé à peu près la même identité, où tu refais toujours ces dessins comme au crayon, c'est la même technique? Alors, la technique a changé, mais on a gardé l'identité. On a gardé l'identité parce que il faut savoir que dans le monde de la vaisselle, c'est assez difficile de se différencier. Tu vois, si je te mets une assiette Bernardo à côté d'une Reno, je suis pas sûre que tu puisses me dire qui est quoi. Moi, ce que j'ai voulu garder, et je pense que c'est ce que j'ai réussi à créer avec la première marque 37, c'est une vraie identité sur les produits. C'est-à-dire que je pense que je te mets une assiette 37 au milieu de 50 assiettes, je pense que tu peux reconnaître Et aujourd'hui, la nôtre. c'est important, ça, d'avoir un ADN fort? Je pense que ce qui fait toute la différence? Je pense que dans un monde aujourd'hui où, au-delà de mon secteur, c'est que je pense que dans un monde où tout est sur la même ligne, je pense que d'avoir une identité, on a une vraie histoire quand même incroyable autour de la porcelaine et de tout ce qu'on a fait avec Saint-Père. C'est une marque où on est allé complètement ancré dans l'histoire de son patrimoine, de la rue. Ça, je pourrais te raconter plus en détail. Et ensuite, qu'on veut développer, qu'on veut être très moderne. On a vraiment le désir c'est pas de casser les codes, mais c'est en tout cas pour changer les codes, il faut qu'on soit ancré dans toute l'histoire de la porcelaine pour qu'on puisse développer ça. Et comme la marque, il y a eu beaucoup de changements, je voulais quand même garder l'identité de la marque qui est très à elle aujourd'hui. Après, on est en train de développer plein de nouvelles collections en termes de formes qui sont très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui et aussi en termes de motifs. On va sortir de la couleur, etc. Mais sur cette collection-là, c'est vrai qu'au-delà qui est vraiment notre signature, la teinte ivoire et le trait noir, c'est que j'ai une autre petite obsession dans la vaisselle, c'est que j'ai toujours été très soucieuse d'avoir de la vaisselle qui soit très belle sur la table seule, mais je voulais que quand on mette de la nourriture dedans, je voulais que ça sublime ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de vaisselle que je trouve très belle, qui est très colorée, etc. Je trouve ça très beau quand il n'y a rien dedans. Je trouve que dès qu'il y a de la nourriture et des légumes, de la couleur, du basilic vert, mal de tête assuré. Et donc, je suis très pointilleuse sur cet équilibre. Et c'est vrai que le trait noir est absolument génial parce qu'en effet, l'effet visuel qui est créé quand tu mets la plus simple carotte rôtie avec un peu de coriandre et un filet d'huile d'olive sur une assiette qui est ivoire et noire, c'est quand même... ça marche bien. Très chic. Ouais. Et alors, on va reparler de l'histoire, parce que souvent porcelaine, on pense porcelaine de Limoges, mais toi, je crois que justement, c'est pas forcément... tu fais pas fabriquer à Limoges. Non, alors on fait pas fabriquer à Limoges, qui est Pourquoi on dit porcelaine de Limoges? Parce que c'est vraiment le fief de la porcelaine. C'est le siège historique de la porcelaine. Toutes les manufactures sont là-bas. Les grosses marques, les Bernardo, les Reno, tout ça sont tous encore à Limoges. Écoute, on est allé à Limoges, on a rencontré beaucoup de manufactures, beaucoup de producteurs, et on a été malheureusement mis face à que je trouve moi un triste constat. C'est le manque de volonté dans toutes ces qui sont vraiment aujourd'hui devenues des usines plus que des manufactures, le manque de volonté d'innovation. C'est-à-dire que c'est des très gros producteurs pour du blanc, des assiettes qui sont dans des moules que tout le monde se partage. Nous, on arrive avec des formes qu'on a dessinées nous-mêmes. Toutes les formes sont vraiment dessinées par nous, donc il fallait développer les formes. Et on a en plus une petite subtilité, c'est que la porcelaine est connue pour sa blancheur. Et moi, ma marque, et je ne veux pas lâcher ça, c'est la teinte ivoire. Et donc, il fallait développer la teinte ivoire. Et ça, franchement, on n'a pas trouvé une personne qui voulait en fait sortir un peu du sillon pour proposer ça. Et du coup, j'ai été contactée avant qu'on fasse cette transition en porcelaine par une fille qui s'appelle Sophie Salager, qui a une sublime manufacture historique, je crois que tu la connais. Manufacture de couleurs. Manufacture de couleurs, exactement, qui est dans l'Allier, donc qui est à 2h30 au nord de Limoges. Et qui m'avait contactée. Et quand on a fait le tour de Limoges avec cette grande déception, j'ai dit à Thomas, mon associé, en disant « il faut que je rappelle Sophie ». Qui donc, Sophie, pour la présenter, est une jeune fille de notre âge, qui a 42 ans, je ne sais plus, et qui a racheté cette manufacture historique qui date de 1789 dans l'Allier, et qui fabrique pour des grandes maisons comme Christophe, comme Dior, comme Diptyque, et qui, pour moi, est un peu le nouveau souffle de la porcelaine. Il faut savoir que la porcelaine de Limoges est quand même... Alors maintenant, il y a les générations d'en dessous qui sont en train de reprendre, mais c'est très masculin.
C'est très des hommes d'années qui ont une soixantaine, 70 ans. Donc c'est compliqué, même quand aujourd'hui à notre époque, mais quand en tant que femme, etc. Moi, je me suis retrouvée à des rendez-vous. C'est donc moi la cliente pour la fabrication et le mec ne m'a pas regardé une fois dans les yeux et parlé à mon associé. Et donc ça, toujours compliqué parce qu'en plus je sais comment je travaille au quotidien. Est-ce que j'ai envie d'avoir à retrousser les manches pour ça? En fait, pas vraiment. Et bref, j'ai rappelé Sophie et je lui ai dit, je lui ai tout raconté. Elle m'a dit bon bah go, c'est parti, on y va. Et donc Sophie a pour moi une grande valeur ajoutée, c'est je pense qu'elle a envie de faire bouger les lignes. Elle a envie d'innover avec les marques à qui elle travaille. Et je pense que beaucoup de marques viennent la voir justement pour des produits qui demandent de se faire un petit peu chier pour les développer. Pour être Mais clair. elle a beau avoir sa marque, quand même, elle peut développer pour d'autres. Elle a une manufacture avec... Oui, pardon, c'est pas sa marque, c'est qu'elle a une manufacture aussi. Donc oui, alors après, elle développe la marque, mais elle a à la base une manufacture avec des capacités de production, des équipes qui sont là, et l'endroit est absolument incroyable. Et donc, on travaille avec elle et je lui ai donné notre premier projet pour qu'on se mette directement dans l'ambiance, que je te montrerai, qui est notre Burning Ear. C'est notre encensoir qui est une sculpture en porcelaine d'une oreille. Où on s'est dit, ça va être l'enfer. Et c'est le premier produit qu'elle nous a développé. Et elle y est allée, on y va, on essaye, on tente. Et on a réussi plein de choses incroyables. Et donc, il y a quoi là-bas? Les moules, la fabrication, et il n'y a plus rien ici du coup? Alors, là-bas, nous, on dessine tout ici sur place. Donc, c'est moi qui m'occupe de toute la partie DA. Donc, je dessine toutes les pièces. Après, je travaille vraiment main dans la main sur les nouvelles collections avec mon associé Thomas, qui m'a nourri de pièces historiques absolument incroyables qu'on va réinterpréter. Mais en tout cas, tout est fait ici. Et ensuite, Sophie va développer les formes et les moules, faire les premiers tirages, les premiers tests. Et ensuite, une fois que tout ça est validé, on lance les productions. Donc en fait, nous, on va recevoir toutes les productions ici qui sont blanches, enfin ivoire, sans motif. Et nous, on se charge ici, rue des Saints-Pères, de toute la partie décor. Donc on a toujours nos fours de cuisson qui sont derrière. Et on a surtout déposé la marque Porcelaine de Saint-Germain-des-Prés, parce qu'on est les seuls fabricants dans le quartier. Et donc toutes les pièces sont estampillées Saint-Père et Porcelaine de Saint-Germain-des-Prés, qui est assez alléchant, on va dire. Ah ouais, ça n'existe pas. Même Porcelaine de Paris, ça existe? Porcelaine de Paris, ça existe parce qu'il y a une marque qui s'appelle Porcelaine de Paris, qui est une marque assez dormante, je crois, aujourd'hui. Mais nous, on voulait... on a vraiment une ambition sur la marque, d'être une marque très parisienne, très désirable, et qu'on a envie assez rapidement d'aller porter à l'international. Oui, j'allais dire, comment tu te vois? Tu veux l'emmener où, la marque? Dans 5 ans, tu te vois où, par exemple, si on fait à court terme? Alors, on a clairement une ambition très prononcée. On veut clairement être la marque contemporaine de vaisselle la plus désirable dans les prochaines années. En porcelaine? En porcelaine. On a... Alors, le passage en porcelaine, au-delà, évidemment, le côté où on a envie d'arriver dans une matière d'excellence, il y a aussi un vrai positionnement stratégique en termes de business. C'est que quand j'étais en faïence, j'étais uniquement en B2C, donc j'avais que la boutique et le site internet. Et là, on fait un gros développement en B2B et hospitality, où en fait, on dessine pour des marques, on dessine pour des restaurants. Et c'est une grosse partie du développement qu'on fait. Donc, on peut vraiment faire du sur-mesure en termes de soit de forme, soit de décor. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et c'est vraiment là où on a envie de passer. Oui, c'est un gros business aussi, l'hospitality. C'est un gros business. Des demandes. Et puis c'est fun en fait parce que ça nous permet d'explorer plein d'autres choses. On a clairement les ressources créatives pour développer ça. Et on a très envie en fait de montrer aussi tout ce qu'on est capable de faire. Parce que la porcelaine, c'est peu innovant quand même comme secteur. Il y a des choses très bien qui se font. Mais pourquoi ce serait peu innovant par rapport, tu vois, justement au grès ou toutes ces céramistes qu'on voit, qu'on a l'impression très libre en termes de couleurs, d'émaillage, de formes, etc. Parce que je pense qu'il y a... Mon associé Thomas, je m'excuse quand tu vas entendre ça, mais je pense qu'il y a ce poids un peu de l'héritage qui est en France et dans d'autres pays aussi, mais je veux dire ça doit être fait comme ça. C'est la règle. La porcelaine, c'est blanc, c'est fait comme ça. Non, on ne fait pas ça, etc. Et comme moi, je n'ai pas vraiment ces codes parce que je me suis formée toute seule, pour moi, tout est possible. Et c'est pour ça qu'on a envie de s'entourer de gens qui ont envie d'innover, autant avec Sophie Salager et la manufacture de Couleuvre, qu'avec les futurs clients. Donc on est très sélectif sur les sujets, les projets qu'on prend,
parce qu'on a envie de faire des choses exceptionnelles, on a envie de faire des choses qui aient vraiment du sens et qui soient... par exemple, là, on vient de faire un restaurant qui s'appelle Nobisan, qui vient d'ouvrir rue de Turenne, qui est un restaurant japonais. Thomas est venu me voir m'a dit, je veux vraiment que tu me fasses la vaisselle, mais je veux que ce soit signé de toi, en fait. Mais par contre, c'est un restaurant japonais et du coup, on a développé les formes, on a développé 4 motifs, on a travaillé autour du travail de la goutte d'eau. On voulait ce côté très japonisant, très léger, très aérien. Et donc, on lui a fourni tout son restaurant avec une vaisselle qui est vraiment faite de A à Z sur mesure pour lui. Donc voilà, donc on a plein de projets comme ça et c'est une grosse partie du développement qu'on fait sur la marque. Et Thomas, il fait quoi en fait? Thomas, il est directeur du musée du Four des Cassots à Limoges. Et il est dans l'ombre dans beaucoup de projets, alors que ça devrait clairement être une grosse star. Mais j'attends de développer Saint-Père pour qu'il puisse prendre toute la lumière. Parce que voilà, sur beaucoup de développements qu'on fait, par exemple, je te fais un petit aparté parce que je pense que c'est intéressant. Saint-Père, on a cherché pendant longtemps le nom. Je voulais un nom qui soit très français. Je voulais un nom que, quand on te le dise, peu importe ce que c'est, qui te donne l'idée d'un ancrage, de quelque chose qui a existé. Et après avoir cherché pendant plusieurs mois, on s'est quand même dit que ce nom de rue était absolument incroyable. Et donc Thomas est allé faire un travail absolument incroyable pour comprendre la rue des Saints-Pères. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi est-ce que la rue s'appelle la rue des Saints-Pères? Et donc on est allé puiser dans toute l'histoire de la rue. Il a retrouvé des gravures d'époque du XVIIe siècle, du XIXe. On a trouvé des brandings beaucoup plus tard, du XXe, etc. Et en fait, on s'est inspiré de tout ça et tous ces éléments qu'on a décidé, nous, de sélectionner pour en fait faire l'histoire, retracer l'histoire de cette rue et en fait incarner la marque. Et par exemple, je te montrerai quand on aura fini l'interview, mais on a sur chaque pièce, au dos, on a des estampilles différentes. On a 8 estampilles en tout. Et chaque estampille, en fait, est un élément historique de la rue des Saints-Pères. Et ce qu'on voulait, c'est que quand tu t'achètes un service de 6 pièces, par exemple, que tu aies 6 estampilles différentes et qu'au dos de chaque pièce, tu aies une petite partie de l'histoire de la rue des Saints-Pères. Donc ça, typiquement, c'est le gros travail qu'a fait Thomas sur la marque exceptionnelle. Donc on a des images d'archives qui nous appartiennent aujourd'hui, qui sont absolument incroyables. Et on a fait la même chose pour toute la partie branding. Et toute la partie boutique, on a cette brique rouge qui est très visible. Oui, on n'a pas parlé de la boutique. Parle-nous de la boutique, c'est un vrai concept. Alors la boutique, en fait j'ai un deuxième associé qui est le mari de ma sœur jumelle qui s'appelle Honor Ketche et qui a une boîte de branding qui s'appelle The Refreshment Club. Et il est très fort dans tout ce qui est positionnement de marque, compréhension du concept, du produit et vraiment de sortir une histoire à 360 degrés. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on travaille de manière très cohérente parce qu'on a Thomas qui est vraiment la partie historienne de la marque, moi qui suis un peu le tube digestif de tout ça avec la partie créa sur vraiment la porcelaine. Et ensuite, on a Honor qui, lui, s'occupe de la vision plus globale. C'est-à-dire que typiquement, Thomas va arriver avec les différents éléments historiques et Honor va s'occuper de comment est-ce qu'on rend ça hyper moderne, très désirable. C'est lui, par exemple, qui va arriver avec la couleur rouge, qui est en fait le symbole de la cuisson à haute température. Mais tu vois, on a une estampille rouge derrière les pièces qui est vraiment, on voulait que la pièce soit belle dessus et quand tu la retournes, tu dis il y a quand même un petit quelque chose qui se crée. Et donc, pour revenir à la boutique, on a développé toute cette expérience retail, c'est-à-dire qu'on voulait une porcelaine en fait qui soit vivante et que tu puisses toucher. Je voulais pas proposer de la porcelaine comme tu vois partout sur une table ronde avec une petite nappe, les couverts en argent et le petit verre à l'ancienne. On voulait quelque chose de très moderne, on voulait que ce soit sexy. Et en fait, on voulait que tout ait du sens. Donc, par exemple, la brique rouge, qui quand même est emblématique de la rue, pas de la rue, mais de Saint-Père, de la boutique. Typiquement, en fait, ça vient historiquement, cette brique réfractaire rouge, c'est ce qui permettait la création et la cuisson de toute pièce en porcelaine. Sans ça, il n'y avait pas de porcelaine. C'était ce qui était à l'intérieur des fours de cuisson d'époque. Et on s'est dit, mais c'est exceptionnel en fait de travailler cette brique rouge pour créer l'écrin de notre maison de porcelaine. Et du coup, typiquement, Honor, c'est lui qui va conceptualiser ça. Il va dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que cette brique rouge soit hyper visuelle? On veut une ligne très moderne, etc. Et donc, on a développé cette idée où c'est comme si c'était des palettes de briques qu'on avait déposées à même le sol. Et il y a un côté très moderne dans le traitement de la brique qu'on a laissé très brut. Il n'y a pas de joint entre les briques, donc il y a un côté très visuel.
Et ensuite, on a développé toute l'expérience pour que tu puisses venir toucher la vaisselle. Alors, on n'est pas un coffee shop, mais par contre, on propose une expérience autour du café. C'est-à-dire qu'on a envie de pouvoir que tu puisses vivre cette porcelaine. On a envie que tu puisses boire un très bon café. Tu vois, on te propose, on te dit, un cappuccino, on peut vous le proposer dans cette tasse-là ou cette tasse-là. Et en fait, on veut que tu comprennes ce que c'est de boire un très bon café dans une très belle pièce en porcelaine. Et comprendre tu vois, ce changement. Les rebords sont très fins. Donc ça, c'est la partie expérience café qu'on propose. Et ensuite, à côté, on a ouvert The Extra Virgin Bar, qui est notre premier bar à huile d'olive. Encore une fois, on voulait que cette porcelaine soit méga sexy. Et l'huile d'olive, nous, ça nous fait vraiment vibrer. J'ai des parents qui viennent du sud, au nord, et turcs, australiens. On a toujours baigné dans l'huile d'olive. Et donc, on a ce bar à huile d'olive qu'on a voulu, encore une fois, très moderne, donc qui vient comme des pompes à bière. Enfin, d'ailleurs, qui sont des pompes à bière. Donc, on a trouvé, après des mois de recherche, le système pour pouvoir envoyer cette huile d'olive sans que ça bouche les pompes. Et en fait, on propose des huiles d'olive que concrètement, tu n'auras jamais testées ailleurs parce qu'on est volontairement sorti des huiles italiennes et françaises qu'on trouve beaucoup. Puis nous, il faut savoir qu'on est quand même collé à la grande épicerie, donc qui ont beaucoup d'huile. Et en fait, on a été aidé par une fille qui s'appelle Cemre, qui est sur le board des 50 meilleurs restaurants du monde et qui est une passionnée d'huile d'olive et qu'on a rencontrée un peu par hasard et donc qui nous a aidé à sourcer les huiles et qui nous a dit il y a des huiles dans des régions un peu moins évidentes que les italiennes et les françaises qui sont exceptionnelles. Et donc, on est allé sourcer une huile en Croatie qui est absolument incroyable. On a une turque, une grecque et une espagnole. Et on a évidemment développé les contenants. Donc ça, grâce à Sophie, qui a bien voulu développer ces formes qu'on a faites, qui sont assez asymétriques et très différentes. Et on propose des dégustations d'huile d'olive. On fait une petite focaccia maison tous les jours. Et une fois que tu as choisi l'huile d'olive qui te correspond le mieux, on te remplit la bouteille, soit de 50 centilitres, soit 75. Donc c'est un cadeau qui est génial. Et quand ta bouteille est finie, on aura potentiellement ressourcé des nouvelles huiles. Donc tu reviens faire ta dégustation d'huile et on te refait découvrir une huile que tu n'auras jamais goûtée ailleurs. Donc voilà. Attends, tu fais 3 milliards de choses, tu développes 3 milliards de choses. Donc toi, est-ce que tu es toujours un petit peu dans la prod, les mains dans la terre, tu vois, comme on imagine d'une céramiste ou plus vraiment ? Alors, ça a vraiment été mon combat de ne plus l'être de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne le suis quasiment plus. Après, je travaille beaucoup avec Sophie. Ton combat, c'était de ne plus l'être ou de sortir de la pas production. l'être ? Ah oui, tu voulais sortir de ça, d'accord. C'est-à-dire que je sais faire tout ça. J'ai formé toutes les équipes et j'ai plus vraiment de valeur ajoutée à aller passer 3 heures au coulage, etc. Ma valeur ajoutée, par contre, ça va être dans la résolution de problèmes. Si on a un problème en prod, si on a un problème sur le décor, etc., là, je suis là. Moi, il y a vraiment la partie business et de développement qui m'intéresse et je peux pas. Je fais déjà beaucoup de choses en dehors de mon CV. Et la production, ça a vraiment été mon combat les 4 dernières années pour en sortir au maximum. De toute façon, tu n'es plus sur place, donc tu peux pas vraiment suivre. On fait. Alors, je parle beaucoup avec Sophie quand il y a des soucis parce qu'il y a toujours des problèmes de production. Donc, soit ils arrivent à résoudre, soit moi parfois je donne un petit peu de mon expérience pour essayer de résoudre des choses. Mais on ne fait plus que la partie décor sur place. Donc on a d'ailleurs réduit de moitié l'atelier pour agrandir la boutique. Donc je suis de moins en moins en production. Par contre, quand on crée les produits, j'ai vraiment une notion de la faisabilité des différents sujets parce que j'ai la partie technique très ancrée en moi. Oui, toujours. Ouais. Une journée type, ça ressemble à quoi ? T'es ici, en fait ? Alors, je suis beaucoup ici. Après, j'ai pas mal de rendez-vous. Et t'es là très tôt, je me souviens une fois, tu m'avais dit. Je me réveille très tôt. Je me réveille vers 5h, 5h30. Je fais pratiquement tous les jours au moins 1 heure de sport. Mais chacun son équilibre. Moi, c'est ce qui fait que je suis pas en burn-out ou en panique. On dit en plus que je reste persuadée que le sport est le meilleur antidépresseur et le meilleur stabilisateur mental. Et à 5h30 du mat, c'est OK pour faire du sport ? Ah bah c'est la seule heure où je suis vraiment, j'y pense pas, j'y vais comme une machine, ouais. Donc je peux soit aller courir 10 km, soit je vais me faire 1h30 d'ashtanga. Soit parfois je fais genre une demi-heure de juste étirement, etc. Mais je fais bouger en tout cas mon corps d'une manière ou d'une autre. On oublie aussi que respirer, ça fait du bien. Donc le fait de faire du sport, en fait qu'on surrespire un peu et je trouve ça incroyable. Ensuite, je réveille mes enfants, je passe du temps avec mes enfants, je les dépose à l'école et ensuite j'arrive ici à 8h30.
Et là, je suis en non-stop jusqu'à ce que je parte. Et généralement, j'essaie de partir pas trop tard, vers 17h30 max, pour passer du temps avec mes enfants et pour dîner avec eux quasiment tous les soirs, sauf quand j'ai un dîner ou quelque chose. Mais j'ai vraiment ce sujet sur le temps dont je te parlais un petit peu tout à l'heure, mais je l'ai aussi avec mes enfants, c'est que je me dis que mes enfants n'auront que cet âge-là aujourd'hui et que je pense que la pire chose serait de me dire en vieillissant que est-ce que j'en ai assez profité de quand ils étaient petits, etc. Donc j'ai toujours ça en tête. Et c'est un vrai sujet, tu vois, c'est drôle, c'était ma question d'après. L'entrepreneuriat, souvent, on parle de challenge, de montagnes russes, etc. Et toi, tu as envie de défendre plutôt la slow life, de profiter de ça, d'être indépendant pour pouvoir profiter de l'à côté, presque. Non, alors je défends pas la slow life. C'est juste que, comme tout entrepreneur, j'essaie de naviguer dans ce monde d'une ingratitude extrême. Il faut savoir qu'entreprendre en France, on est quand même sur un gros sujet qui est très difficile. Nous, on avance quand même sans filet. On prend beaucoup de risques pour créer ce qu'on crée. Nous, on a décidé de se réinventer en période de crise économique globale, pendant que beaucoup ont eu la chance ou la malchance d'ailleurs d'avoir dû passer en redressement ou en liquidation. Nous, on a décidé de recréer de la valeur, de repenser, etc. Je prône pas du tout la slow life, c'est juste que mon équilibre est dans me rattacher à ce qui est vraiment vital. Pour moi, c'est mon bien-être et celui de ma famille. Mais on passe par les montagnes russes. En fait, les gens ont du mal parfois à se rendre compte qu'un entrepreneur, parce que moi on me dit toujours « Ah, mais t'as de la chance, tu crées, tu dessines des assiettes, puis t'es libre de ton emploi du temps, tu pars en vacances quand tu veux. » Mais en fait, on est toujours un fil à la patte, quoi. Il faut savoir, quand on est entrepreneur, il y a quelque chose qui est vertigineux et personne s'en rend trop compte. Enfin, personne n'y pense comme ça. C'est que si tu crées pas de la valeur, il n'y a rien qui rentre. C'est-à-dire que tous les mois, on recommence le mois à zéro. Il faut qu'on arrive à générer avec des produits qu'on fabrique, qu'on pense, toute la production. Et après, il faut qu'on arrive à les vendre. C'est-à-dire qu'on génère suffisamment de chiffres pour payer tout le monde, tu vois. Et ça, à moins de le vivre, personne ne sait ce que c'est. Parce que de dire, oui, entrepreneur, c'est génial, etc. Non, il y a des mois entiers où on ne s'est pas payé. Où on s'est vraiment dit, putain, si j'avais pas mon mari qui pouvait quand même assurer un minimum à côté... donc non, c'est compliqué. Puis c'est compliqué de... On est tout le temps en sortie on sort en permanence de notre zone de confort. C'est-à-dire que pour aller chercher la valeur ajoutée, pour aller chercher la différenciation, quand tu parlais, est-ce que c'était important que ta vaisselle soit identifiée différemment ? Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus les marques qui ne sont pas différentes, n'existeront plus demain. C'est-à-dire que je suis persuadée, alors d'ailleurs ça me rassure un petit peu, mais que dans cette période très ingrate, parce que c'est en retail, c'est l'enfer, enfin tout le monde le sait, hein, tous les chiffres sont en berne, je reste quand même persuadée qu'il y a une opportunité pour des marques qui sont bien pensées, qui ont quelque chose à dire, qui sont quelque chose à offrir, etc. Un vrai point de différenciation. Mais c'est vrai que c'est une vraie bataille de tous les jours. Et qu'est-ce qui te porte au quotidien ? Je pense c'est d'être à deux, c'est Thomas ? Alors déjà, je me sens très épaulée par mes deux associés proches. Et aussi parce que je pense que quand on est entrepreneur, on est fait un peu différemment dans le sens où il y a une certaine insouciance permanente et un optimisme qui parfois frôle... je me dis, mais est-ce que je ne suis pas complètement à côté de mes pompes ? Mais c'est vrai qu'il y a une capacité à créer, à sortir de cette zone de confiance pour aller se confronter à plein de choses. Alors qu'on est plutôt aujourd'hui dans une société où c'est surtout ne sors pas de ton moule. Et donc c'est parfois très, très difficile quand on a envie de sortir du moule, de ne pas se faire ratatiner pour re-rentrer dans le moule. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont ça en eux, bizarrement. Je ne sais pas si c'est de l'insouciance totale, mais en tout cas, ça fait partie de ça. Et je pense aussi, le point fondamental, je pense que c'est des profils très passionnés. C'est-à-dire que moi, j'ai vu toute ma vie mes parents passionnés par leur boulot. Je les ai vus travailler sur des projets dingues, parler du boulot le soir, être excités sur des sujets. Donc, j'ai jamais eu le côté travail laborieux, etc. Moi, j'arrive le matin, je suis excitée de tout ce qu'on va faire. Je suis excitée aussi parfois de ne pas savoir ce qui va se passer dans la journée. Et en même temps, ça fatigue beaucoup parce que ça prend beaucoup de place dans la tête, beaucoup de place dans le quotidien et dans la vie personnelle.
Et que je pense que c'est un travail de tous les jours, de faire ce que je fais aujourd'hui, que je me suis toujours levée très tôt parce que je suis formatée comme ça, mais de rentrer le soir pour mes enfants, etc., je ne l'ai pas toujours fait. Et plus j'avance, plus j'espère je gagne en maturité. Et en tout cas, plus je mets des... Et j'y arrive pas tous les jours, de temps en temps. De temps en temps, j'échoue lamentablement et de temps en temps, j'y arrive. Mais c'est pas grave, c'est juste la volonté de se dire, bah voilà, je passe du temps avec eux. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider ou te soulager ? Tu dis, c'est pas facile d'être entrepreneur. Qu'est-ce qui pourrait, même dans les idées, tu vois, je pense que c'est plus dans les systèmes. Je pense que le système français est vraiment pas fait pour valoriser les entrepreneurs. Je pense qu'on est très peu soutenus et je pense que c'est un vrai frein pour les prochaines générations à entreprendre. C'est de plus en plus difficile et c'est vraiment un combat de tous les jours de pas baisser les armes, quoi. Et le soutien, ce serait quoi ? Financier, notamment ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment besoin de soutien financier pour les marques. Je pense que c'est compliqué de développer une marque aujourd'hui si tu n'as pas de l'argent. Tout coûte cher aujourd'hui. Tu vois, toutes les communications digitales. Moi, je me souviens, quand on a commencé, c'était, je sais plus, enfin, c'était rien. On mettait des petits budgets, on avait des taux de clics incroyables, etc. Aujourd'hui, tout coûte cher. On est beaucoup et je pense que les gens ont de moins en moins de bandes passantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans toute la communication de la marque Saint-Père, on est... et ça c'est marrant parce que je l'ai dit dès le début. J'ai vraiment dit, on parle quand on a besoin de parler. Je ne veux pas prendre de la bande passante pour prendre de la bande passante. Cette course à Instagram, là, sur les likes, les posts, les machins, en fait, ça ne marche plus. L'époque est finie de ça. C'est plus comme si les likes généraient de la vente, etc. C'est vraiment... Donc nous, on s'en sert d'Instagram comme un outil de communication génial. Mais c'est surtout un peu notre carte de visite où quand les gens nous disent c'est quoi ta marque, etc., ils peuvent voir, ils peuvent... Mais ça ne transforme pas plus que ça. Non, donc ça, moi, c'est genre, c'est fini. Et puis je veux surtout ne plus être... je veux plus représenter la marque. Oui, mais non, mais encore une fois, tu arrives sur ma question d'après parce que je disais... Tu as bien étudié le sujet, du coup. Mais non, mais ça s'enchaîne très bien. J'allais te parler de la communication, tu effleurais sur les réseaux sociaux. Et toi, tu as été une des premières entrepreneurs, je dirais, à incarner ta marque il y a 10 ans, je dirais. Sauf que là, je trouve que, tu vois, on te voit un petit peu moins, au contraire. Alors que nous, on entend toute la journée, il faut incarner sa marque. Et toi, tu as pris du recul par rapport à ça. Alors moi déjà je pense que j'incarne profondément ma marque sans avoir à le montrer sur les réseaux. C'est pas parce que je suis pas sur les réseaux que je l'incarne pas. Moi il faut savoir que tout ce qui est là en fait c'est toute la journée dans ma tête, je le vis, j'ai pas de détachement. Mais je voulais pas être en fait j'en peux plus je trouve qu'il y a trop de choses, il y a trop de mots, il y a trop de tout le monde qui essaie de sortir du lot, etc. Et en fait, je trouve que c'est une impossible bataille. Et moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Et en fait, j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans. Et la marque, je sais que je l'incarne. C'est-à-dire que demain, je peux t'en parler pendant des heures, etc. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'un détachement personnel et professionnel sur ça. Tu vois, même les photos sur les mains, je veux pas je veux pas que ce soit mes mains, je veux vraiment qu'il y ait ce détachement-là. Et aussi parce que j'ai envie que la marque, on a beaucoup d'ambition sur la marque, et que je pense que pour vivre cette ambition, il faut que ce soit une marque et pas moi qui ai une marque. C'est-à-dire que demain, quand là où on va se développer, en fait, j'ai envie que Saint-Père soit une marque à part entière et j'ai pas envie d'aller à me justifier sur 3 commentaires sur je suis fatiguée juste d'en parler de ça. Je trouve que non après j'ai pas d'animosité contre les gens, il y a des gens qui le font très bien. Ma sœur par exemple, je trouve elle le fait elle est très forte, ouais. Elle est très bien, je trouve qu'elle le fait incroyablement bien, mais c'est vrai qu'elle a une marque qui est du coup plus vieille que la mienne puisque Saint-Père a juste quelques mois d'existence. Et elle le fait très bien, et moi j'ai envie de le faire différemment. Tu vois, par exemple, pareil, Jacques Mus, il fait ça incroyablement bien. Donc tu es en réflexion pour construire un peu ton rapport. Non, c'est très clair mon rapport. C'est que à la clientèle ou à ta communauté. Après, parce qu'il y en a qui te suivent aussi justement pour ton univers, pour tout ça. Ouais, mais je pense qu'ils vont le voir au fur et à mesure des collections. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette règle et ce moule aujourd'hui il faut être sur les réseaux. Tu sais, par exemple, ma sœur, comme je suis quasiment pas sur les réseaux, elle reçoit tout le temps des messages avec... et c'est très gentil qu'elle demande de mes nouvelles, mais en disant « Mais votre sœur va bien, on la voit plus sur les réseaux. » Comme si le fait de ne pas
rendre visible tout ça fait que, alors que moi je me dirais, tu vois, moi je me dis les gens qui sont trop sur les réseaux, c'est eux qui vont mal en fait. Mais il y a un peu cette réflexion à l'envers aujourd'hui mais ta sœur, on les voit plus sur les réseaux, on la voit plus sur les réseaux, mais ça va, est-ce qu'elle Et en fait, oui, ça va, je protège ma vie, je protège. Tu sais, il y a cette phrase, d'ailleurs, j'ai oublié là, qui est-ce qui disait ça, qui disait de ne jamais oublier que l'invisibilité était un super pouvoir. Et je trouve que c'est tellement intéressant pour notre époque, quoi. Moi, je trouve que les gens sont devenus malades avec les réseaux sociaux, avec cette espèce d'idée de tout commenter, de dire le moindre pensée négative. Enfin, tu sais, c'est comme si on se croisait dans la rue et que je disais putain, mais attends, c'est vraiment ta tronche, ça ? Tu vois les commentaires qu'il y a de temps en temps, mais jamais ça deviendra l'idée de dire en physique. Et moi, ça me prend, ça, je supporte pas. Et pour autant, c'est juste qu'Instagram est un outil assez puissant pour communiquer et que comme on est quand même dans une période de crise, il faut vendre et Instagram peut être un soutien, tu vois ce que je veux dire ? Mais ça l'est parce que, tu vois, sur le feed Instagram, on communique, c'est juste qu'on communique sur la marque et pas sur... Et moi, je suis détachée de la marque. Et puis aussi, je suis plus toute seule dans la marque. Donc, tu vois, je me sens pas... et je pourrais prendre tout le crédit... c'est pas une question de ça d'ailleurs, mais je sais pas, j'ai pas envie de communiquer comme ça. On a une marque qui est qui est tellement ancrée, on a tellement des choses incroyables à communiquer sur la marque, bien plus intéressantes que ma vie et de savoir si mes enfants jouent au foot ou pas. Qu'en fait, mon énergie, elle est là. Tu vois, j'ai envie de communiquer sur en fait tout ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en parlant de communication de marque, où est-ce qu'on va trouver Saint-Père ? Où est-ce qu'on achète du Saint-Père ? Alors aujourd'hui, on n'est que en B2C, donc on n'est que ici et sur le site internet. Et on commence à la marque à un mois. On a vraiment officiellement, parce qu'on a fait un pré-lancement de l'ouverture de la boutique en juillet pendant 3 semaines, sur lequel on n'a pas beaucoup communiqué parce que la boutique n'était pas finie, etc. On a eu beaucoup de retard de travaux. Et on a ouvert officiellement le 28 août, donc ça fait il y a un mois. Ouais. Et donc, on développe toute la partie B2B et on a des gros sujets hyper excitants en cours. Mais si tu veux, on est très sélectif sur là où on veut être distribué. Parce qu'encore une fois, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ça posé sur une étagère entre un Bernardo et un Asti de Villat ou autre. Moi, ce que je veux, c'est qu'on vende tout cet univers. Je veux qu'on vende l'expérience Saint-Père. Je veux qu'on vende en fait cette espèce la passion qu'on a pour la vaisselle. Comment est-ce qu'on veut la faire vivre ? Et du coup, tous les partenaires avec qui on se développe, c'est vraiment pour faire des projets qui sont ancrés, où on a envie de développer tout un concept autour du café, de la porcelaine, etc. Et pas d'avoir... de nourrir cette espèce de crise et de ras-le-bol général, d'avoir tous ces produits qui sont exposés les uns après les autres, où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fil conducteur. Moi, je veux vendre de la matière grise, en fait, dans ma vaisselle. Donc, c'est vraiment le positionnement qu'on a. Donc, on est assez silencieux, mais c'est vrai qu'on est aussi très, très stratégique sur ce qu'on est en train de développer. Et je n'ai pas envie d'aller perdre du temps sur tout le papillonnage autour, en fait. Moi, je veux qu'on... je veux m'éloigner de ça. Je suis vraiment fatiguée de tout ce papillonnage qui a beaucoup de niveaux, qu'on voit sur Instagram. Tu vois, je veux qu'on parle quand on a un truc à dire intéressant, en fait. À dire, ouais. Ok, alors il y en a beaucoup qui font de la céramique, des travaux un peu manuels pour se détendre. Toi, tu fais quoi pour te détendre ? Alors, c'est marrant, c'est un gros sujet que je ne sais plus à qui j'en parlais la dernière fois. Et je disais, je trouve ça triste qu'on soit une génération qui laisse plus la place à ce qu'on appelait les hobbies. Tu vois, avant d'avoir les enfants, tout ça, je faisais plein de choses. Je tricotais, je faisais des carnets de peinture. J'étais toujours en train de faire quelque chose. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Et je n'ai plus le temps de le faire. Donc aujourd'hui, ce que je fais dans mon temps libre, c'est du sport. C'est pour moi, j'ai grandi avec une famille et un père qui nous a répété toute notre vie qu'il n'y a pas de vie saine sans un corps sain. Et qui nous a toujours dit que c'était la colonne vertébrale et que par le sport, on apprenait beaucoup sur soi, sur le surpassement, le fait de penser que tu peux pas courir et que tout d'un coup, tu cours 5 minutes, 10 minutes, et puis tout d'un coup, tu rajoutes que 5 minutes, ça fait 15 minutes, etc. Donc on a toujours eu ça depuis toujours. Le sport, c'est vraiment le fondement de notre famille. Je sais pas comment te... Oui, mais ça te fait plaisir ou tu le fais parce qu'il faut le faire ? Ah non, mais c'est-à-dire que je suis pas bien si j'en fais pas, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, de temps en temps, quand je suis hyper fatiguée et je peux me réveiller avec, tu sais, l'impression d'avoir un point un peu là de...
putain, tous les trucs, etc. C'est typique, plus je suis fatiguée, plus je vais aller, je vais dire, ok, je vous laisse, je vais courir 10 km et je reviens. Et parfois, j'en cours que 5, et enfin, tu vois, j'ai pas de... Et je trouve qu'on n'est pas la même personne, et on ne réfléchit pas de la même manière entre le moment où s'est réveillé avec un peu le stress, et là tu sors, t'enfiles tes baskets, tu te mets un podcast sur les oreilles ou de la musique et tu pars courir, et quand tu rentres, j'ai envie de te dire que t'es plus intelligent, quoi. C'est-à-dire que tu réfléchis tout d'un coup ce qui était tout ce qui était là, tu vois, le brouillard dans ma tête, tout ce qui était des problèmes en fait pendant mon footing en fait n'est plus un problème. J'ai tout, ça c'est accessoire, ça je vais régler ça c'est juste un email, hop, ça va prendre 5 minutes. Et donc je rentre et j'arrive au bureau et j'ai l'impression que je suis Oui, t'es plus la même. Exactement. Et je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. Je me laisse pas, tu vois. Donc, non, c'est très structurant. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire et que je fais pas. Et par contre, si ce qu'on commence là, à partir d'après les vacances et ça, je suis très contente, mais je vais potentiellement y laisser 2-3 plumes de fatigue, c'est que je commence des cours de dessin avec ma fille qui a 11 ans. Donc, on peut enfin faire des cours ensemble. C'est des cours de dessin au Louvre et c'est tous les vendredis soirs. C'est des cours de 3 heures et donc on va faire ça toutes les deux à partir de la rentrée des prochaines vacances. Voilà, mais ça par exemple, je sais que je vais vraiment me tirer à moi-même le vendredi soir de fatigue. Allez, 3 heures faire du dessin. Et on a pu voir ton appart, je reviens sur la partie déco, parfois dans la presse. Comment tu décrirais ton lieu de vie ? C'est quoi ton style déco ? Alors c'est marrant parce qu'on est passé du tout au rien. On était, alors je pense que l'appart que tu as dû voir, c'est un appartement... Tu as un nouvel appart ? Oui, on a déménagé. C'est marrant parce que c'était un appartement... En fait, on a déménagé de notre appartement qu'on adorait, qui était très beau, parce que on s'est fait cambrioler. Et donc, on a pris un appartement transitoire. Où on s'est dit, ça va être pendant 1 an. Donc, on a posé nos valises sans vraiment tout défaire. Et en fait, ça fait 3 ans qu'on cherche et qu'on trouve rien. Donc, l'appartement n'a pas beaucoup évolué. Donc, il est assez minimaliste, on va dire, pour le moment. Mais écoute, il est rempli de livres, de déco, d'art, de photos, de choses comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est un appartement sur lequel on s'est dit on sera en de passage. Donc on n'a rien investi dans cet appartement-là. Et c'est pas un problème ? Non, parce qu'après, il est alors, je me sens très bien chez moi. J'ai toujours l'impression tu sais qu'il y a beaucoup de bruit dehors et dès que j'arrive, je passe le pas de la maison. J'ai tout de suite un sentiment de sérénité absolument extraordinaire. Donc je suis toujours très bien chez moi. D'ailleurs, tu me dis, tu préfères faire... n'importe quoi ou ça, je te dirais toujours chez moi. Tu me proposes quoi que ce soit, je te dirais je préfère toujours rester chez moi. Je suis vraiment bien. Quel est le coin que tu préfères chez toi ? Ma chambre. Ta chambre ? Ma chambre, mon lit. Non mais quel bonheur de s'allonger, quoi. Elle ressemble à quoi ta chambre par exemple ? Elle est très simple. On a une jolie vue sur le dôme des Invalides. Il y a un lit, un meuble devant, il y a une télé, il y a des fleurs, des plantes. C'était hyper simple. T'as une palette de couleurs ? Non, je travaille pas du tout avec des palettes de couleurs. Hein. Non, c'est la palette de couleurs, c'est, j'ai envie de te dire, les changements de drap, quoi. Sinon, c'est assez blanc, beige. Voilà. Mais j'ai un mari qui a un côté très apaisant et très calme. Et je pense que ma sérénité à la maison, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il s'occupe vachement de moi. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc je peux te dire qu'il est vraiment exceptionnel de continuer à s'occuper de toi. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai ou même quand les enfants étaient plus petits et que j'avais vraiment une dure journée, il m'a dit, écoute, va te mettre au lit, je t'apporte un petit thé, et je gère les enfants, par exemple. Donc, j'ai vraiment cette chance-là où j'ai un truc... Donc, parce que j'ai toujours l'impression d'être c'est très prenant la journée, on me parle beaucoup, tu vois, etc. Et dès que je rentre chez moi, c'est l'inverse. Tout est calme et tout. Et ça, je pense que ça m'équilibre beaucoup. Ouais, c'est le bonheur. Il y a quoi sur ta table de chevet ? Parce qu'on était dans ta chambre. Rien du tout, il y a une lampe. Non, je mets mon téléphone à charger par terre sous mon lit, parce que j'ai une limite déjà Instagram de 30 minutes. Et ensuite, j'essaie vraiment, mais ça, j'y arrive pas très bien en ce moment, parce qu'il y a eu la rentrée a été un peu sport, mais quand on arrive à la maison, de laisser les téléphones de côté. Par exemple, je peux regarder peut-être un peu d'Instagram, mais j'essaie de plus regarder mes mails qu'à partir du moment où je rentre à la maison. Et donc non, j'ai juste une petite lampe à côté et c'est tout. Et est-ce que tu déjeunes, tu dînes avec ta vaisselle ou pas forcément ? Je dîne tous les jours, mais avec la faïence. Parce que j'ai pas encore assez de stock en porcelaine pour pouvoir avoir un service. Et puis généralement, je prends toujours à la maison les pièces où j'ai des défauts. Et sauf que là, comme on est en porcelaine et qu'on s'occupe plus que du décor, j'ai quasiment 0 défaut. Donc je peux pas prendre, j'ai pas un stock, tu vois, où je peux. Mais sinon, je mange tous les jours dans ma vaisselle, bureau, et je bois mon café, mon thé tous les jours dedans. D'ailleurs, je bois pas de café, donc juste du thé.
Tous les jours dans la vaisselle, ouais. Et donc, on va terminer avec la question finale culte de Décodeur. Si tu faisais un dîner avec 6 personnalités, la fameuse, où j'aurais dû réfléchir. Qu'elles soient connues ou pas, décédées ou pas, qui seraient-elles ? 6 personnes ? Ouais, 6 personnes. Alors, direct, je te dis Michael Jackson. Ah, je sais pas, il mais même des vidéos de lui que je vois sur ça m'émeut. Alors, j'écoute pas du Michael Jackson, mais quand je le vois sur scène, puis je sais pas, je trouve qu'il a une gentillesse dans le regard et tout. Je trouve qu'il est humainement incroyable. Je l'adore. Mais depuis toujours, on a toujours eu une passion Michael. Ensuite, j'aurais envie de te dire, je te parle là sur du très moderne et un peu superficiel, Harry Styles, évidemment. Pourquoi ? Quelle merveille, je l'adore. Je le trouve smart, je le trouve malin, je sais pas, j'adore. Je le trouve très charmant. C'est marrant parce que je suis pas du tout genre célébrité et star, mais je disais en rigolant à Jonas il y a quelques temps, je lui disais que jamais je le quitterai, mais par contre si jamais je croise le chemin d'Harry Styles, il faudra que je réfléchisse à 2 fois quand même. Je sais pas, parce que là, c'est ridicule, je vais t'en parler comme si je le connaissais intimement, comme toutes les fans. Mais il a vraiment un truc de très humain qui me parle, enfin, je sais pas, que je trouve hyper touchant. Et puis qui est tellement charmant. J'adore. Et j'adore ses chansons. Ah, putain, est-ce que ça va faire grincer des dents une petite Kim Kardashian. Elle est déjà venue dans un dîner de Décodeur. Hein. Ah bon ? Ouais. De Julien Seband du Cronia. Ah ouais. Kim Kardashian, déjà parce que je la suis depuis très longtemps, parce qu'elle était déjà connue aux US quand je suis arrivée. Donc je connais, j'ai l'impression, intimement sa famille, que je les trouve tellement smart et marrantes. Et je sais qu'en France, on ne voit que le côté hyper vulgose, machin, etc. Mais toi, t'arrives à voir le côté smart. Ah non, mais moi, je les ai suivis. J'ai suivi tous les épisodes depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Non, mais elles sont toutes très smart. Il y en a 2 qui sont tellement drôles. Chloé, la plus grande de toutes, enfin bon, je les adore. La Kylie aussi, elle est tellement... Mais c'est vrai qu'il y a toujours une approche qui est très française, c'est d'aller critiquer ça. Et je comprends que... Tu vois, par exemple, moi, je me dis que leur histoire de se refaire la tronche, etc., je me dis, putain, c'est quand même l'enfer pour toutes les gamines qui les suivent et qui voient... Enfin, tu vois, en termes d'exemple, c'était... Mais bon, en termes de businesswoman, etc., moi, elles me fascinent, ces meufs. Voilà, et je pense que j'aimerais bien demander à Steve Jobs, est-ce qu'il a pensé que toutes ces inventions incroyables qu'il a faites, toute l'évolution qu'il a créée, allait potentiellement créer la mort cérébrale de générations entières, en fait. Tu voudrais créer le débat avec lui. Je voudrais savoir ce qu'il pense d'aujourd'hui, de tout ce fléau de réseau, d'addiction au téléphone, aux écrans, etc. Ouais, puis pour les nouvelles générations qui, en fait, encore nous, on a navigué avant avec, mais je me dis, mais je trouve ça vraiment inquiétant, quoi. Et puis on voit, nous, tu vois, quand on a des jeunes qui viennent, etc., ils ont vraiment le cerveau TikTok. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune profondeur de pensée, aucune capacité à structurer. Enfin, je fais des généralités, parce qu'il y en a évidemment, mais tout est en surface et puis ça passe vite. Il n'y a pas d'attention sur les détails, il n'y a pas de nuances. Et moi, je pense que le monde a besoin de nuances, d'attention sur... ah non, mais ça, on s'en fout. Bah non, justement, on s'en fout pas. C'est ce qui fait la différence entre un truc de merde et un truc sur lequel on s'arrête un petit peu. Donc Steve Jobs, j'aurais bien aimé lui parler, lui demander ce qu'il en pense aujourd'hui de tout ça. Et un petit dernier... Attends, non. Je te dirais un petit Barack Obama. Ah ouais. Ouais. Et elle aussi, moi, je l'adore. Je sais pas, j'étais à l'investiture de Obama, le premier mandat, là. J'étais aux États-Unis, mais c'était vraiment vibrant. Tu sentais, c'était vraiment incroyable. Donc je l'ai beaucoup aimé, moi, Obama. Bon, et merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. J'espère que c'était pas trop long. Non, pas du tout. C'était très intéressant, c'était passionnant, puis c'était sympa d'en savoir plus sur Saint-Père, à qui on souhaite une longue vie, belle vie. J'espère, merci. Venez nous voir, on est en plein Saint-Germain-des-Prés. 69 rue des Saint-Pères. Ouais. Merci, Caroline. Merci, Hortense. À la prochaine. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement.
Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.